Les accords d'Oslo, qui auraient dû déboucher sur l'indépendance et la prospérité, ont engendré pour les Palestiniens vexation et privation, sans même garantir la sécurité aux Israéliens. C'est avant tout la gangrène de la colonisation, dévorant inexorablement les terres, qui a érodé l'espoir de paix chez les Palestiniens. Quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1993, on compte environ 120 000 colons en Cisjordanie. Leur nombre augmente de 40 000 sous les gouvernements travaillistes, celui de Rabin, puis celui de Pérez, juin 93, mai 96, de 30 000 sous le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahou, de 96 à 99, et encore de 20 000 durant les gouvernements d'Ehud Barak, de 99 à 2001. Quand éclate la seconde intifada, le nombre de colons en Cisjordanie dépasse les 200 000, plus un nombre équivalent à Jérusalem-Est, autre territoire occupé. Un gouvernement du Likoud annonce la construction de 10 implantations, mais n'en construit qu'une. Les travaillistes en annoncent une, mais en construisent 10, disait un adage populaire israélien des années 80. Dans les années 90, années de paix, entre parenthèses, ces différences entre les deux formations disparaîtront et chacune multipliera les faits accomplis. L'esprit d'Oslo aurait supposé durant les 5 années d'autonomie une évacuation militaire de l'immense majorité des territoires palestiniens occupés. Il n'en fut rien. Le gouvernement israélien imposa un découpage kafkaïen de la Cisjordanie en zones A, B et C. La zone A, essentiellement les grandes villes, sous contrôle total palestinien. La zone B, la grande majorité des villages palestiniens, sous autorité administrative palestinienne, mais dont la sécurité incombe à l'armée israélienne. La zone C restant occupée. En l'an 2000, quand commencent les négociations sur le statut final, l'autorité palestinienne administre des confettis éparpillés sur 40% de la Cisjordanie seulement, si l'on additionne les zones A et B, et sur les 2 tiers de la bande de Gaza. Mouna Hamzé a longtemps habité le camp de réfugiés de Daïché, proche de Bethléem, en zone A, c'est-à-dire un territoire palestinien. Elle s'y est installée après un long séjour aux États-Unis. En 1998, quand je la rencontre, elle est confinée depuis 4 ans déjà dans quelques kilomètres carrés. Son histoire condense le cauchemar dans lequel se débattent nombre de ses compatriotes. Mouna possède un passeport américain. Tous les 3 mois, elle doit quitter le pays et solliciter un visa octroyé par les autorités israéliennes. À partir de 1994, elle refuse d'accomplir cette démarche. N'était-elle donc pas chez elle en Palestine, en zone A? Elle peut vivre cloîtrée, mais si elle s'aventure en zone B ou C, elle risque à tout moment d'être contrôlée par l'armée israélienne et expulsée de sa patrie. Son journal Jour ordinaire à Daïché, publié en anglais et en français, traduit mieux que toute analyse politique les causes de la seconde intifada. Elle a finalement choisi, à nouveau, l'exil. Hébron exprime aussi la déraison des choix israéliens et l'aveuglement des États-Unis qui ont parrainé l'accord concernant cette ville. Cette grande agglomération palestinienne aurait dû être évacuée à la fin de 1995, comme l'ensemble des autres villes de Cisjordanie. Il n'en est fut rien. Pourquoi? Depuis 1979, au cœur de cette ville des patriarches, où certains religieux situent le tombeau d'Abraham, se sont imposés quelques centaines de fanatiques juifs. Illuminés, fous de Jéhovah, armés de mitraillettes, protégés par l'armée,
il provoque et agresse en permanence la population arabe. En janvier 1997, sous l'égide de Washington, Yasser Arafat et le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahou paraphent un véritable, invraisemblable arrangement. La ville est divisée en deux, une partie qui englobe quelques 400 colons et 30 000 Palestiniens est maintenue sous occupation. L'autre est évacuée. L'intérêt de 400 exaltés a prévalu. Qui dira les humiliations quotidiennes que subissent les Palestiniens durant ces années de paix? Un étudiant en route pour son université n'est jamais sûr de franchir les barrages. Un ouvrier qui travaille chaque jour en Israël n'a pas le droit d'y dormir pour des raisons de sécurité, se lève à 4 heures du matin pour découvrir que l'armée ne lui permet pas de passer. Des centaines d'habitations, construites prétendument illégalement, ont été détruites. Depuis le début de 1993, Jérusalem est interdite aux Palestiniens de Cisjordanie. De nombreux habitants de la ville ont été privés de leurs papiers et expulsés. Pour la majorité des Palestiniens, la vie quotidienne s'est dégradée depuis la signature des accords d'Oslo. Malgré tout, en dépit de tout, l'opinion palestinienne continua des années durant d'appuyer le processus de paix. L'autorité se mit en place et Yasser Arafat rentra triomphalement à Gaza. Des élections eurent lieu au début de 1996 pour désigner le Conseil législatif, une sorte de parlement, et la participation fut massive. Les Palestiniens voulaient croire que l'indépendance se profilait au bout du chemin. Après la signature des accords d'Oslo II en septembre 1995, une certaine confiance s'instaura même entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Mais le 4 novembre 1995, à la suite d'une violente campagne de dénigrement de la droite, le Premier ministre israélien est assassiné par un fanatique juif au cours d'un grand meeting pacifiste. Shimon Peres lui succède et lance l'opération Raisin de la colère contre le sud du Liban, opération marquée par le massacre de Cana. Une centaine de civils tués par un bombardement israélien. Une série d'attentats suicides lancés par le mouvement islamiste Hamas, mouvement de résistance islamique, au printemps 1996, contribue à la victoire de justesse de la droite de Benjamin Netanyahou aux élections israéliennes. Quel rôle a joué le terrorisme dans l'échec d'Oslo? Il faut d'abord préciser ce concept flou, manipulé par les uns et les autres, exploité pour discréditer l'adversaire. Disons pour simplifier que s'il n'y a pas de définition juridique du terme, le terrorisme désigne les violences dirigées de manière aveugle contre des civils. Ce sont les États qui l'utilisent le plus. La France durant la guerre d'Algérie, les États-Unis au Vietnam, la Russie en Tchétchénie, Israël au Liban, de nombreux gouvernements du tiers-monde, de l'Irak à l'Indonésie, contre leur propre population. Le terrorisme est aussi souvent l'arme des plus démunis, la réponse du faible au fort. Il a notamment servi dans les luttes de libération nationale. L'histoire l'a fréquemment prouvé. D'anciens terroristes endossent parfois l'habit de dirigeants respectés. Ainsi, Menachem Begin et Yitzhak Shamir, à la tête de l'Irgun et de l'EI, ont perpétré dans les années 30 et 40 des attentats meurtriers contre des civils arabes avant d'accéder aux plus hautes charges en Israël. Les tueurs entre parenthèses du FLN, dénoncés jour après jour par les autorités françaises et par presque toute la presse, ont dirigé l'Algérie indépendante. Le pouvoir sud-africain blanc a finalement traité avec le Congrès national africain, l'ANC, dont les méthodes étaient régulièrement dénoncées par les États-Unis et le Royaume-Uni. Yitzhak Rabin a serré la main, couverte de sang juif entre parenthèses, de Yasser Arafat.